only discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre conversation sur le véganisme, j'ai le plaisir d'accueillir Gianni qui va nous expliquer son point de vue sur le véganisme et la cause antispéciste. Bonjour Gianni. Salut. Salut. Alors, pour commencer, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ok. Je m'appelle Gianni, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en 4e année de bachelor en musique. Du coup, je joue du piano. Et voilà, tout simplement. D'accord. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es végane ? Alors moi, je suis végane depuis que je suis née. J'ai jamais mangé de viande ni de poisson ou d'œufs. On peut dire que ça fait 21 ans. Et voilà, tout simplement, j'ai jamais mangé de viande ni de poisson. Ok, donc végane de naissance. Alors comment c'est arrivé ça ? Pourquoi est-ce que ta famille est végane ou est-ce que tu connais un peu l'histoire végane de ta famille ? Ouais, donc du coup c'est ma mère surtout qui a voulu devenir végane. Du coup elle par contre elle a mangé de la viande et du poisson et enfin de tout quand elle était jeune. Et en fait quand elle est tombée enceinte de moi, elle a décidé d'arrêter parce qu'elle travaillait en fait dans la restauration. Elle cuisinait dans des restaurants, des cantines. Et en fait, elle connaît un peu les conditions, comment en fait ça se passe dans la restauration au niveau des aliments, comment on les cuisine, le stock, comment on le gère. Et ça l'a saoulée un peu en fait parce qu'elle voyait des choses qui ne lui plaisaient pas. Et aussi parce que en fait, elle était rentrée dans le rastafarisme en fait. Elle s'était intéressée à la culture du rastafarisme et en fait, elle a décidé que du coup quand j'allais arriver au monde, en fait, elle voulait arrêter tout ce qui venait de l'animal, tout ce qui était viande, poisson, fromage. Et c'est de là du coup que ma mère est devenue végane, elle a arrêté. Et mon père c'est pareil. Du coup, c'est pour ça que en fait quand je suis arrivée au monde, j'ai pas connu la viande et le poisson, donc c'est venu de là en fait. D'accord, donc tu es née dans une famille rasta et végane. Et alors, comment est-ce que toi tu définirais rastafarisme et peut-être haïtalisme ? Je sais pas si la culture haïtale est très présente dans ta famille, mais comment tu les définirais ? Si, du coup, ouais, c'est la différence, on peut dire, entre le végétalisme, le régime végétarien et végétalien. On dit plus le régime haïtal. Donc, en fait, le régime haïtal, pour moi, c'est en fait ne pas manger de viande, de poisson. Mais au-delà de ça, en fait, c'est manger, comme diraient les Rastas, manger vivant. Donc, tout ce qui est vivant en termes de légumes, de fruits et légumes, de légumineuses, et en fait de manger local, parce que en fait les Rastas ont un régime haïtal et leur régime en fait est de manger ce que toi tu produis. Donc chacun a son potager. Généralement les gens ont un potager, leur jardin, où ils cultivent leurs propres produits, ou sinon ils vont au marché du coin. Et en fait on va dire que le slogan, entre guillemets, c'est manger vivant, tout ce qui est vivant. Et la viande et le poisson, le poisson, c'est un peu plus toléré, mais la viande, surtout, c'est considéré comme, en fait, un animal mort. Et du coup, les Rastas considèrent que tu ne peux pas manger quelque chose de mort pour être vivant. Et c'est pour ça que, en fait, le régime haïtal, c'est un peu différent du végétalisme, parce qu'il y a une vision un peu spirituelle, comme quoi, tu peux pas être vivant si tu manges quelque chose de mort. Et voilà. Et le rastafarisme, en fait, c'est un mouvement, je dirais, culturel
et aussi même religieux, puisque c'est arrivé dans les années 30, 40 en Jamaïque. Et en fait, c'est un mouvement qui était qui voulait en fait contrer parce qu'à l'époque en fait la Jamaïque était sous colonie britannique, c'était les Britanniques qui étaient en Jamaïque, et c'était en fait pour contrer un peu cette colonie et aussi l'héritage esclavagiste, puisqu'il y a eu de l'esclavage. Et en fait du coup les Rastas ont voulu se révolter entre guillemets, et c'est passé en fait par le fait de ne plus manger de viande, euh, de poisson, par exemple d'avoir des locks, donc parce que les locks c'est considéré comme en fait une rébellion contre un peu l'Occident, ce qui est considéré comme Babylone, parce que les Rastas disent Babylone parce que c'est considéré un peu comme l'Occident, ceux qui ont apporté du coup l'esclavage et la colonisation. Et comme en fait les Rastas voulaient s'émanciper de tout ça, ils ont créé en fait leur culture à travers le régime alimentaire, à travers la coiffure, à travers le mode de vie qui est du coup centré sur euh, vivre un peu, je sais plus comment on dit aujourd'hui, mais en autosuffisance. Mhm. Et, et voilà, et c'est comme ça que je le traduirais, le rastafarisme. D'accord, ouais, mais c'était très clair. Et alors du coup, toi, tu es végane, mais est-ce que le rastafarisme dans lequel tu as grandi, c'est quelque chose qui occupe toujours une place importante dans ta vie? Est-ce que tu te considères rasta, en fait? Euh, donc moi, oui, ça a une grande influence dans ma vie, parce que j'ai grandi totalement autour de ça. Aujourd'hui, bah forcément, enfin, je vis plus, comme moi, enfin, je suis partie à l'étranger, je vis seule. Du coup, pas que je suis moins dedans, mais on va dire que c'est plutôt différent. On va dire, c'est à ma manière, parce que comme je vivais chez mes parents, ben, c'était eux qui me l'avaient inculqué. Et maintenant, je vis à ma manière, mais c'est encore très présent de par déjà mon régime alimentaire et même ma façon de voir les choses, la vie en général. Et voilà, parce que, enfin, c'est un peu, je trouve que enfin, déjà, bon, le rastafarisme, c'est un mouvement récent, puisque c'est les années 30-40, donc c'est quand même récent. Et puis, je trouve que ça rejoint quand même pas mal de problématiques qu'on traite encore aujourd'hui avec, bah voilà, parce que le mouvement rastafarisme était anti-capitalisme, anti-raciste, anti-esclavagiste, et ça rejoint quand même des notions qui sont encore d'actualité. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est encore très présent dans ma vie, parce que, bah, voilà, c'est des opinions que je partage et que là, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs, comment dire, entre guillemets, types de rasta. Il y en a qui vont être un peu plus radicales, il y en a qui vont être un peu plus entre guillemets, tolérants, puisque par exemple, il y en a qui mangent du poisson, parce que c'est considéré en fait comme si c'est toi qui le pêches ou que c'est vraiment pêché, que c'est frais, bah c'est toléré. Donc en fait, ça dépend de chacun, mais moi, en tout cas, ma façon de le voir, c'est encore présent ouais, dans ma vie. D'accord. Et parce que tu as mentionné le fait qu'en fait, le rastafarisme, c'est vraiment aussi dans des luttes post-coloniales et post-esclavage et ce genre de choses. Et est-ce que tu es militante sur d'autres aspects dans ta vie aussi? Afroféminisme ou je sais pas, d'autres choses? Je dirais, j'ai... Après, je sais pas, je veux pas avoir la prétention de dire que je suis militante parce que par rapport à d'autres personnes, enfin, par rapport à ce que font d'autres personnes, moi, c'est rien. Mais c'est vrai que, ouais, on pourrait dire afro-féministe, euh, mais parce que, en fait, je les retrouve dans des notions du rastafarisme voilà, qui était pour, par exemple, des trucs tout bêtes, mais d'être à l'aise avec toi-même. Bah, par exemple, rien que, voilà, porter des dreadlocks, alors que ça fait pas partie des standards, on va dire, des standards de beauté, voilà, d'avoir des dreadlocks, juste tu laisses pousser tes cheveux, tu les laisses s'emmêler, et puis voilà. Ou par exemple, des rastas qui sont hyper radicaux, qui disent, bah, il faut pas se raser, il faut pas s'épiler, alors que, tu vois, c'est des notions comme quoi les féministes essaient de combattre des pensées que les gens ont assimilées depuis longtemps, mais que moi, bah, en fait, grâce au rastafarisme, j'avais assimilé. C'est pour ça que je dis que je trouve que ça se rejoint beaucoup sur certains points où, ouais, c'est beaucoup être à l'aise avec soi-même.
et défendre tes droits que, par exemple, en tant que femme ou en tant que noire, enfin en tant que même minorité euh, par rapport aux discriminations que tu peux subir aujourd'hui. C'est hyper intéressant, je savais pas ce truc des poils sur le rastafarisme, mais est-ce que- C'est, enfin, ouais, donc je sais plus. Après, je suis pas sûre, mais je crois que c'était inscrit dans la Bible, dans un ordre de la Bible où tu traces pas. Bah, déjà, tu as tes cheveux poussés, donc bah, voilà, et tu traces pas, tu t'épiles pas parce que bah c'est une partie. Enfin, ouais, c'est une partie de toi, donc t'es pas censé en fait l'enlever, c'est là, donc tu le laisses. Et c'est pareil en fait pour les cheveux, c'est pour ça que les dreads, ben t'es pas censé les couper et tu les laisses pousser, tu les laisses s'en mêler. Et voilà, et c'est pour ça que moi, moi, c'est voilà, l'épilation pour moi, c'est pas un truc très. Je le fais pas hyper souvent. C'est pas un truc qui a été. Voilà, ma mère, elle m'a jamais dit, bah, t'es une femme. Non, c'est un truc, bah, c'est tes poils. Et puis voilà, enfin, un exemple tout bête, tu vois. Ouais, mais maintenant que tu le dis, ça fait sens en fait. C'est vrai que s'il y a tout ce focus sur le fait de laisser vivre les cheveux, pourquoi pas les poils? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, c'est logique. Et donc du coup, toi, tu as grandi dans une famille Rasta et Haïtal. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as décidé en fait plus consciemment de suivre le chemin de ta maman, ou est-ce que ça s'est juste fait naturellement? Ouais, bah, ouais, c'est vrai qu'en fait, au début, vu que, bah, quand on est enfant, c'est. Bah, voilà, tu suis. Enfin, surtout. Enfin, moi, je sais que je suis très, très proche de ma mère. Du coup, c'est vraiment, je voulais suivre. Je voulais faire quelque chose, je voulais faire pareil. Et quand t'es enfant, bah, t'es un peu une éponge, tu répètes ce que tu vois et ce que tu entends. Mais après, c'est vrai que je pense que je suis devenue consciemment végane à partir du collège. Même si ça reste quand même jeune, mais je sais, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que ça voulait dire, même le mouvement rastafaris, parce que je suivais un peu ce que ma mère me disait quand je voyais des reportages ou ce qu'elle me racontait par rapport à d'où vient le rastafarisme. Mais c'est vrai que je me suis intéressée, on va dire, toute seule à me faire ma propre idée vers le vers le collège parce que je voulais comprendre et je voulais aussi je voulais savoir un peu, enfin je voulais voilà avoir mes opinions. Je me disais bon, maintenant j'ai envie de le faire. Pourquoi j'ai envie de le faire? Et du coup bah j'ai regardé des reportages par rapport aux abattoirs, les animaux, les conditions des animaux et aussi au rastafarisme parce que ça voulait vraiment dire quel était aussi le but ultime en fait d'un rasta. Et je pense que c'est à partir de là quand je me suis renseignée tout bêtement vraiment en regardant parfois des émissions à la télé ou en regardant sur YouTube. Et c'est là vraiment je me suis intéressée à c'est quoi être vegan et pourquoi moi je veux le devenir vraiment en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a donc dans toutes ces recherches que tu as fait sur le véganisme, est-ce qu'il y a des aspects qui t'ont plus touché que d'autres? Ouais, je dirais ben la première chose c'est je pense la condition ça a été enfin la santé. Déjà la santé, mais parce qu'en fait je me suis toujours sentie bien en étant végane, en ne mangeant pas de viande ou de poisson. Et, et voilà, je me suis toujours bien portée, malgré ce que parfois des gens pouvaient dire ah, t'es végane, mais t'as pas des carences en ça, ou tu te sens bien. Déjà ça, et après aussi la condition animale, parce que en fait, bah, c'est normal, après quand t'es enfant, tu sais pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette image d'abattoir ou de. En fait, comment ça se passe pour manger du poulet ou pour manger du bœuf. Et, et je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée et je me suis dit, et c'est pour ça rejoint aussi le régime, enfin, ce que disent les Rastas par rapport à manger à étal. Enfin, je, je comprenais pas trop le concept de manger un, un truc mort, quoi, que t'as tué toi-même. Et après, il y a ce truc aussi bah, toujours qui rejoint le rastafarisme, où voilà, enfin, t'en as pas besoin, c'est pas un truc, enfin, les animaux, c'est considéré comme quelque chose qui est sur terre, mais je vois, toi, en tant qu'humain, qui te dit de le tuer, en fait? Ça fait partie du monde, de la nature, et il y a pas, enfin, en tout cas, il y a ça, c'est comme ça qu'il voit, il y a pas besoin de le faire, et voilà, je pense que c'est ce qui m'a plus touchée quand je suis devenue végane. Ouais. Et alors du coup, encore une fois, dans toutes ces recherches que tu as fait sur le véganisme, tu as décidé d'être végane. Et du coup, maintenant, est-ce que tu te considères végane ou afro-végane? Mmh,
Je pense que avant, quand je me suis renseignée, en fait, je sais pas, parce que c'est vraiment la culture du rasta, c'est tellement imprimé, mais je pense que je dirais aujourd'hui afro-vegan, parce que au-delà d'être vegan, de pas manger de viande, de pas manger de poisson, de pas manger de beurre, c'est aussi manger autrement et manger en fait ce qui vient, on va dire, entre guillemets, de chez moi, ce qui est déjà là, parce que moi, je suis caribéenne, martiniquaise, et enfin, j'ai mangé vegan toute ma vie, mais j'ai surtout mangé des, des plats caribéens, africains, enfin, et, euh, et voilà, moi, quand je mange à la maison, c'est beaucoup de produits qui viennent, en fait, de chez moi, entre guillemets, enfin, tout ce qui est manioc, dachine, corosol, et c'est plus de ce côté-là, en fait, que je dirais afro-vegan, parce que souvent, en fait, les véganes, enfin, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que le véganisme, ça va être vu un peu comme, je sais pas, il y a des produits types que tu vas manger qui sont un peu, on va entre guillemets, européens. Enfin, même si en vrai, quand tu regardes bien ce que tu manges, souvent, tu manges de l'avocat ou du soja. Enfin, ouais, voilà, enfin, ça vient pas d'Europe, mais en fait, c'est plus centré, on va dire, sur ce que vient ce qui vient de chez moi, en fait. Et ce que tu trouves, en fait, par exemple, en Martinique. Et je pense que c'est ça. Et c'est aussi voir, au-delà d'un régime alimentaire, voir aussi des luttes derrière. Puisque, enfin, du coup, aujourd'hui, on parle de spécisme. Justement, pourquoi il y a une hiérarchie des animaux, entre les animaux et l'homme. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que je dirais que c'est la différence entre vegan et afro-vegan. Ok, ouais, donc ton alimentation, elle est vraiment afro-centrée. Et justement, du coup, donc t'as grandi dans une famille où, à la maison, je vois bien comment ça devait fonctionner, mais ta mère, elle est devenue végane dans les années 90, si je me trompe Ouais, pas, c'est ou au ça, début des années 2000. Donc c'est c'était ça. comment en dehors de la maison à cette époque-là? Parce que c'était, enfin, ça n'existait pas quand on a grandi dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Ouais, ouais. Du coup, pour elle, bah, ça a été, je sais que ma mère, elle a beaucoup voyagé en Allemagne, et de ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, en Allemagne, bah, du coup, et dans les années 80, dans les années 90, il y avait déjà quand même, en fait, c'est là qu'elle trouvait pas mal de produits véganes, quand elle voulait manger, par exemple, des protéines. C'est là qu'elle trouvait pas mal de marques véganes pour manger, donc elle allait souvent là-bas. Mais après, ça a été, enfin, comme ma mère, enfin, moi, je suis née en France hexagone, enfin, en hexagone, mais elle est née en Martinique, et du coup, elle a fait beaucoup d'aller-retour là-bas, et enfin, elle a beaucoup mangé, en fait, les légumes du pays, en fait, donc elle a beaucoup mangé, euh, voilà, des légumineuses qui viennent de là-bas. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, parce que enfin, à l'époque, c'était enfin, de ce que, voilà, quand on en discutait, c'était beaucoup des trucs très simples, genre soja, tofu, et puis voilà, quoi, c'était tout. Alors qu'aujourd'hui, ben, enfin, les gens vont un peu plus loin, là, il y a le seitan, les gens comprennent que il y a des protéines aussi dans les légumineux, si tu manges du pois chiche, des lentilles, certains légumes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu, voilà, t'as deux produits. Déjà en France, dans l'Hexagone, c'était compliqué. Enfin, déjà en général, c'était compliqué, mais en plus en France, c'était pas. Enfin, voilà quoi, il y avait pas beaucoup de choix, ça existait pas encore vraiment. Il y avait déjà des magasins bio, mais en fait, l'offre, elle était. Par rapport à aujourd'hui, il y avait pas beaucoup de choix. Et du coup, c'est pour ça aussi que ma mère, du coup, c'est plus à l'étranger qu'elle a trouvé, bah, en Allemagne, qu'elle a trouvé de quoi, euh, de quoi se nourrir, on va dire, correctement pour, pour ne pas trop avoir de carence, surtout après quand elle est tombée enceinte. Mais en France, à l'époque, enfin, oui, de ce qu'elle me disait, il y avait pas énormément de choix, quoi. Être vegan, c'était vraiment, c'était un peu compliqué, quoi. Mais après, ça a été plus facile pour elle, parce que, enfin, quand tu manges ce qui vient de chez toi, enfin, moi, quand je mange à la maison, on me fait un plat riz pois rouge, enfin, c'est hyper, moi, c'est hyper bourratif, je trouve. Genre, je suis remplie. Donc, au final, enfin, pour elle, ça allait. Elle a réussi à se débrouiller. Et après, avec le temps, ça s'est démocratisé. Il y a eu beaucoup plus de choix. Et toi, en grandissant, parce que
toi, je suppose du coup que tu as grandi en France. Et est-ce que socialement, c'était comment socialement en tant qu'enfant vegan ou adolescente vegan avec d'autres enfants qui comprennent pas du tout de quoi on parle ici? Euh, alors, quand je suis arrivée au collège, euh, je suis arrivée en fait, en fait de base, moi j'étais en région parisienne, en banlieue à Saint-Denis, et au collège, je suis arrivée à Paris intramuros. Et en fait, ça a été un peu un choc. Enfin, faut le dire, genre culturel, c'était totalement différent. Moi, l'ambiance en banlieue et l'ambiance à Paris intramuros à l'époque. Maintenant, ça se mélange plus, mais à l'époque, enfin, c'était deux choses différentes d'aller à Paris intramuros et d'être en banlieue. Et du coup, il y a eu déjà ça à gérer. Et en plus, quand tu dis que oui, bah, tu manges pas de viande, tu manges pas de poisson, je sais pas, je trouve que il y a eu beaucoup plus un choc, entre guillemets, quand je suis arrivée à Paris que quand j'étais en banlieue, parce que, enfin, quand je disais à Saint-Denis que, bah, je mangeais pas de viande, enfin, les enfants, ils étaient là, ok, d'accord. Euh, Surtout que, enfin, il y avait quand même pas mal de mélanges, pas mal de musulmans ou d'autres personnes, et je leur disais, bah, je mangeais pas certaines choses, ils étaient là, bah, moi, pareil, et du coup, bah, c'était moins choquant que quand je suis arrivée à Paris Intramuros et que j'ai dit, bah, je mange pas de viande, et on me regardait en mode, quoi? Et on comprenait pas trop, mais en fait, on comprenait pas trop le pourquoi, puisque j'étais jeune, du coup, on se disait, mais en fait, d'où ça vient? Enfin, pourquoi tu t'as décidé ça quand? Hier? Et on comprenait pas trop la démarche, même si, en fait, les Parisiens savaient ce que c'était à l'époque déjà un peu le véganisme. Enfin, non, ils étaient plus calés, on va dire, sur le régime végétarien, mais vegan, c'était déjà un peu plus flou pour eux. Mais ça a été un peu. Enfin, c'était compliqué en fait pour les gens de comprendre vraiment pourquoi je faisais ça, pourquoi j'étais vegan en fait. Et surtout chez des enfants, ils étaient là, mais ça veut dire tu manges pas ça, tu manges pas ça, tu manges pas de poulet, mais tu sais pas c'est quoi le goût du poulet, tu sais pas c'est quoi le goût du saumon ou de peu importe. Et c'était, enfin moi enfin ça m'a fait plutôt rire, mais c'est vrai que les gens ils comprenaient pas du tout quoi. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont devenus véganes, je suppose. Bah en fait ouais, c'est ce qui est plutôt marrant parce que du coup, enfin moi j'étais au collège en 2011, enfin dans les années 2011, 2012, et après déjà rien que quand je suis passée au lycée, parce que en fait je me suis retrouvée en fait, c'était un peu un cocon où, en fait, du collège-lycée, on était un peu dans les mêmes bandes, on connaissait généralement les mêmes personnes, les mêmes clans. Et c'est vrai que des personnes que je connaissais de loin qui m'avaient dit ah, t'es végane, tu manges pas ça et tout, putain, trop bizarre et tout. Et après, je vois qu'ils sont devenus, bah, peut-être pas véganes, mais déjà végétariens ou qui étaient déjà un peu plus. Qui s'intéressaient déjà plus à la cause, ben, par exemple l'écologie ou la condition animale. Et c'est vrai que c'est marrant de voir déjà entre 2011 et quand je suis arrivée au lycée 2015-2016, la différence sur comment le véganisme en fait est devenu un peu plus connu en France, quoi. Et c'est marrant de voir des gens qui étaient un peu, on va dire, réticents, qui étaient vraiment en mode mais impossible que moi j'arrête, c'est pas possible, c'est trop bon, c'est trop truc, tu rates quelque chose de manger, de pas manger ça, de pas manger ci, et qui après au lycée était, enfin, et tant mieux en fait, je suis contente, mais c'est vrai que ça me faisait un peu doucement rire. Après, quand j'ai voyé dans des manifestations écologistes où il y en a marre des abattoirs, j'étais là, mais quoi? Mais tant mieux en fait, si les gens arrivent enfin, tant qu'il y a une réflexion, tant mieux, mais c'est vrai que sur le coup, c'est un peu. Enfin, c'est marrant de voir des gens qui sont hyper fermés au début en mode mais impossible et peu à peu s'ouvrent parce qu'en fait, enfin, faut le dire aussi, c'est que c'est devenu entre guillemets à la mode quoi. Les gens aujourd'hui essaient quand même, enfin même si tu t'es pas vegan ou quoi, mais tu t'y intéresses. Enfin, le monde fait aujourd'hui que c'est tellement connu que tu t'y intéresses un minimum, tu sais ce que c'est et puis ça intrigue les gens, donc du coup tu t'y intéresses un minimum. Bah oui, parce que du coup, si t'étais né à la fin des années 90, début des années 2000, toi, t'as vraiment vu au cours de ta vie la montée du mouvement vegan en France. Et comment tu l'as vécu ça? Parce qu'il y a eu quand même plusieurs phases et enfin ça c'est monté à toute vitesse.
Ouais, c'est monté super vite. C'est monté super vite. Mais bah déjà, il y avait des magasins, enfin, on connaît tous les grandes marques, des magasins bio qui ont poussé un peu partout. Alors que, enfin, moi je me rappelle au collège, bah déjà, comme je vivais en banlieue, pour manger bio, et voilà, pour retrouver certains produits un peu rares, certaines, je sais pas, par exemple, trouver un certain type de riz ou un certain type de farine, des choses, on va dire, que tu peux pas trouver de- dans des, euh, dans des supermarchés, on va dire. Bah, déjà, quand tu habites en banlieue, fallait aller sur Paris, fallait monter sur Paris intramuros. C'était quand même dur de trouver, enfin déjà quand tu allais dans les marchés, tu pouvais trouver, mais c'est vrai que par exemple pour acheter un truc tout bête, du tofu, enfin fallait aller sur Paris. Et c'est vrai que après du coup, comme je passais aussi pas mal de temps à Paris, j'ai vu au fur des années plein de petites boutiques à droite à gauche. Enfin, moi, j'avais mon magasin type où j'allais, c'était là et je bougeais pas. C'était à la station Laumière et je savais que si je voulais manger vegan ou trouver un truc, il fallait que j'allais à la station Laumière, sinon il fallait aller à Perpète, je sais pas où. Et après, finalement, ça s'est rapproché. Il y en avait un à 2 stations, juste en face. Et en fait, ça a poussé de partout. Et, et moi, et surtout, il y avait aussi beaucoup plus d'offres, ce qui est cool, mais en même temps aussi, bah, enfin, ce qui est chiant, c'est que j'ai vu aussi la montée des prix, quoi. Du coup, je me rappelle quand j'achetais des trucs, je sais pas, j'achetais je sais pas, des céréales, je sais pas, de l'avoine. Parfois, genre avant, je mangeais beaucoup d'avoine. Et genre, c'était un certain prix. Et je voyais que, genre, au fur des années, ça montait de 20 centimes, 20 centimes. J'étais là, waouh. Et c'est là que j'ai vu aussi, ouais, c'est devenu, bah, si ça augmente, c'est que les gens achètent, donc bah, ça devient connu. Et tu vois même qu'il y a quand même beaucoup plus de monde, de monde dans les magasins. Et tu vois que c'est plus trop le même type de personnes. Parce qu'avant, enfin, moi, je me rappelle quand j'allais avec ma mère dans les magasins, c'était quand même, enfin, des personnes plutôt âgées, on va dire. Enfin, je sais pas, plutôt dans la cinquantaine, qui étaient qui étaient dans un délire de, voilà, je fais attention à ce que je mange maintenant parce que, voilà, je suis un peu une partie de ma vie où j'ai envie de faire attention, je suis un peu plus fragile. Et quand tu vieillis, enfin, généralement, tu manges un peu moins de viande, puisque tu digères moins et tout ça. Et c'est vrai qu'au fur du temps, après, j'ai vu que de plus en plus de jeunes sont arrivés. Et aussi plutôt plus de jeunes d'une certaine classe sociale. Enfin, que du coup, on dit, enfin, après, je trouve que c'est hyper vaste de le dire, mais un peu bobo. Et, euh, et ça, j'ai vu bah, au lycée, quand j'allais, par exemple, au Naturalia, au lycée, bah voilà, c'était que des jeunes. Même si c'était des étudiants, mais c'était une certaine classe sociale et la clientèle changeait, tu vois. Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je trouvais aussi marrant à voir, comment ça a traversé les âges et qui s'est intéressé aussi au bio et au véganisme aussi. Alors précisément, ton profil, il est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse association entre véganisme, blanchité et classe économique supérieure. Alors que toi, c'était une famille noire de banlieue qui était déjà végane en fait bien avant ce boom. Et du coup, comment tu la comprends toi cette espèce de mythologie qui dit qu'être végane et noir c'est pas compatible ou classe populaire et véganisme c'est pas compatible et ils viennent d'où ces stéréotypes et comment est-ce que tu les navigues en fait? En fait, ouais, c'est vrai que vegan, bah, du coup, c'est beaucoup associé enfin, aujourd'hui, ça change, mais c'est beaucoup associé, on va dire. Enfin, faut pas se mentir, qu'on voit beaucoup une petite meuf de 30 ans, blanche, cadre, qui peut se permettre en fait de faire toutes ses courses bah, dans un magasin bio. Alors que du coup, moi, enfin, quand j'arrivais et que je disais que j'étais végane et que j'habitais à Saint-Denis, et voilà, enfin, moi, je viens pas d'une famille, enfin, pas du tout riche, loin de là. Et, mais en fait, c'est juste qu'il y a plein de stéréotypes qui sont dans la tête des gens par rapport au fait que, en fait, t'es noir et ta culture, en tout cas culinaire, dans ce qui concerne la nourriture, c'est de la nourriture carnée. Enfin, si tu manges beaucoup de viande et beaucoup de poisson. Et c'est pour ça qu'après, genre, t'entends mais des deux côtés, en fait, que ce soit chez les
parisien, parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais une des seules noires dans ma classe, on était deux, donc c'était majoritairement des blancs, donc du coup c'était beaucoup de blancs qui me disaient que c'est pas possible, t'aimes pas le poulet, mais tu manges pas KFC, mais pourtant les noirs ils kiffent KFC, et moi j'étais là, mais quoi? Mais aussi, il faut être honnête, de l'autre côté aussi, quand j'étais à Saint-Denis, que j'ai grandi, on me l'a sorti aussi de la part de communauté noire. On m'a dit que, comment ça, t'aimes pas le KFC, mais t'es pas une vraie noire. Et en fait, des deux côtés, on associe, on a associé pendant un bon moment la nourriture, la viande et poissons et à à la culture noire. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est très présent, mais en fait, les gens n'imaginent pas qu'à un moment, au XXe siècle, au XIXe siècle, ou même avant, c'était quand même, il y a eu des mouvements comme le Rastafarisme, par exemple, où non, c'était pas du tout centré sur la viande, au contraire. Et, et c'est vrai qu'après, du coup, tu as droit à des remarques comme ça où on te met dans une case où t'es noir, tu viens de banlieue, tu kiffes le poulet, tu kiffes le KFC, alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Et moi, personnellement, j'ai vraiment pas, j'ai pas fait gaffe. Ça m'a pas, honnêtement, ça m'a pas touché. Je l'ai pas vécu. En fait, aussi parce que ma mère me l'avait quand même, m'avait quand même préparé, m'avait quand même dit que, voilà, les gens, ils pensent ça, les gens connaissent pas trop le rastafarisme. Quand je disais que j'évitais, mais parfois j'essayais de m'aventurer à expliquer aussi pourquoi j'étais végane, parce qu'il y avait aussi une culture du haïtal et du rastafarisme. Et c'est vrai que les gens étaient complètement en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? C'est quoi ce truc? Et ou sinon, si les gens connaissaient, c'était ah, mais du coup, tu fumes de la bœuf? Et j'étais là, mais non, pas du tout. Et pareil, voilà, et du coup, encore un stéréotype du t'es rasta. Et il n'y a pas ce truc de. En fait, les gens disaient ah oui, tu manges pas de viande, mais surtout, tu fumes. Et tes parents fument. Et j'étais là, mais c'est pas du tout. Même quand il y a une culture, voilà, qui vient de la communauté noire, c'est toujours associé encore à un truc un peu. Comment dire, péjoratif. Et du coup, quand les gens au moins connaissent ce que c'est, savent c'est quoi le rastafarisme, ils te sortent le premier truc, ah, mais tu fumes toute la journée, en fait, et t'es en mode peace and love. Et j'étais là, mais pas du tout. En plus, moi, genre, je fume pas du tout, j'ai jamais fumé de drogue, et du coup, j'étais là, mais c'est pas du tout ça, genre, ça va beaucoup plus loin. Et du coup, c'est, c'est beaucoup de stéréotypes que les gens, des deux côtés, ont associé à la communauté noire, comme quoi tu manges énormément de viande et tu manges que ça, alors que franchement, quand tu regardes les plats du pays que tu manges le dimanche, il y a quand même énormément de légumes et de légumineuses. Moi, voilà, genre quand je mange chez ma mère le dimanche et qu'elle veut faire un bon repas, elle fait des dombrés. Oui, il y a quand même il est censé avoir du cochon ou du poulet, mais c'est vrai que du coup on n'en met pas. Mais c'est pas pour autant que à la fin du repas, je suis en mode ah, il me manque un truc. Non, au contraire, genre je suis totalement remplie. Moi je suis désolée, les dombrés, genre, ça me cale. Je fais une sieste toute l'après-midi après en avoir mangé, et pourtant j'ai pas mangé du cochon à côté ou du crabe ou riz pois rouge, ça me remplit parce qu'à côté on rajoute de l'avocat ou une protéine si on a envie de manger du seitan ou du tofu. Et en fait c'est surtout que dans le culinaire, l'Afrique ou les Caraïbes, c'est pas que de la viande. C'est plus, il y a énormément de fruits et légumes. Pourquoi c'est plus facile aux Caraïbes d'avoir son petit potager? Parce que, il y a énormément de légumes à cultiver. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop compris, en fait. Mais après, c'est de l'ignorance, quoi. Les gens ont associé. C'est d'ignorance, les gens ont associé un truc à une communauté, et puis voilà, quoi. Ça va pas bouger. Ils se sont dit ça, et puis c'est tout le temps ça. Et du coup, quand quelqu'un arrive et te dit, non, c'est pas vrai, c'est un choc, c'est un mode, mais c'est pas possible. Et c'est ce qui est un peu triste, mais c'est cool parce que c'est en train de changer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au collège en 2010-2011, c'était clairement ça. Moi, c'était à chaque fois la remarque soit t'es pas une vraie noire parce que tu manges pas de poulet, ou tu connais pas bien, t'es pas une vraie caribéenne parce que tu manges pas de crabe à Pâques, tu manges pas du cochon à Noël. Ou sinon, de l'autre côté, ah, mais en fait, et limite, en fait, on m'a intégré. Franchement, certaines personnes
pas voulu être potes, mais ils m'ont vu comme limite leur égal, mais parce que en fait, ils me considéraient comme au-dessus de la communauté noire qui était parce que en fait, voilà, voilà, parce qu'en fait, le véganisme était associé à une classe sociale et en fait, bah, tu manges pas de viande, mais du coup, forcément, t'es élevé, intellectuellement par rapport aux autres. Et enfin voilà, faut être honnête, j'étais bien vue aussi parce que bah j'étais végane et je m'y connaissais un peu en nutrition et les gens voyaient en mode ah une Renoir qui vient des cités mais qui est plutôt cultivée parce que encore une fois on a associé Noir des cités, on mange que de la viande et sont cons quoi. Mais c'est ce que j'ai pas compris parce que moi je vivais dans un cocon où enfin comme tu vois comme j'ai vécu beaucoup avec la culture bah, comme j'ai déjà dit mais du rastafarisme moi j'étais enfin voilà enfin j'étais un peu naïve, j'étais en mode ouais tout le monde connaît, tout le monde sait un minimum et après quand je suis arrivée on va dire un peu je suis sortie de la maison ben en allant au collège et tout et je me suis rendu compte en fait non pas du tout c'est pas du tout enfin moi dans ma tête j'étais un peu en mode c'est la norme alors que pas du tout je suis arrivée et c'était pas du tout la norme du coup ça m'a un peu surprise mais comme j'ai tellement grandi là-dedans et ça m'a tellement forgé mon caractère et ce que je pense ça m'a pas malgré les remarques un peu chiantes que j'ai eues ça m'a pas fait douter et ça m'a pas tant touché que ça quoi c'est juste que je me suis dit mais les gens sont totalement ignorants en fait. On est très ignorant et cette association KFC noir, elle est d'autant plus intéressante quand tu vas vivre aux États-Unis parce que bon, il y a cette association poulet noir aux États-Unis, mais en fait c'est avec Popeye, c'est pas avec KFC. Oui voilà c'est ça. Et en fait KFC pour eux c'est un truc de blanc. Hein. Et maintenant que j'y repense, c'est vrai que KFC t'as ce mec blanc avec son seau de poulet qui vient du sud. Ouais c'est ça du Mississippi C'est pas noir mais du tout, hein, les gars. ouais c'est ça enfin mais voilà, mais après parce que enfin, il y a une part de enfin, bien sûr que oui, enfin tout le monde s'est mis à manger de la viande parce que voilà, c'est devenu il y a eu une production de viande qui s'est faite et du coup bah partout dans le monde, oui, les gens se sont mis à manger de la viande, mais c'est vrai qu'il y a un certain côté où par exemple, enfin, je prends toujours l'exemple basique où le crabe par exemple aux Antilles, je sais qu'ils mangent beaucoup de crabe à Pâques. Et ça, enfin, honnêtement, je l'ai appris récemment, je l'avais lu dans un article, que comme quoi, en fait, enfin, le crabe, c'était surtout à l'époque de l'esclavage où, en fait, c'était les maîtres d'esclaves qui donnaient du crabe aux esclaves et c'est eux, en fait, qui l'ont mangé. Mais de base, enfin, c'est pas tellement, en fait, les Antillais qui étaient en mode, ah, on va manger du crabe, on adore le crabe, c'est notre culture. Il y a aussi une part de la colonisation qui a apporté, enfin, faut le dire, une part de la colonisation et de l'esclavage qui a apporté cette culture de la viande quand même au sein des minorités, que ce soit noires ou même autre part dans le monde. Donc je trouve ça un peu bizarre d'attribuer vraiment de dire que c'est genre notre pure culture à nous, genre c'est nous qui avons limite inventé KFC alors que bah pas du tout. Enfin voilà, KFC ça vient des États du Sud, les États du Sud, enfin, on sait très bien que on sait que voilà, c'était une époque où il y avait là beaucoup de ségrégation et d'esclavage et c'est enfin, il y a pas mal quand même de entre guillemets enfin, de blancs, des Américains blancs du Sud qui ont imposé leur culture et des façons du coup de penser et de manger et qui après nous on l'a imprégné et puis voilà tout le monde s'est mis à manger de la viande mais il y a quand même enfin c'est pas nous qui l'avons inventé quoi donc c'est pour ça que je trouve ça un peu triste parfois de que même nous on se réduit à dire que nous notre culture c'est que ça quoi c'est que euh, c'est que de la viande c'est notre truc à nous c'est notre identité alors que bah moi par exemple je suis caribéenne mais c'est pas du tout mon identité quoi de manger de manger de manger de la viande. Et tu aussi dit tout à l'heure que ta mère, elle t'a préparé en fait à la façon dont les gens allaient te percevoir. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour les parents qui se questionnent ou qui voudraient faire transitionner leurs enfants vers le végétalisme? Ben je dirais que c'est surtout en fait après ouais comme je dis végétalisme et vegan c'est un peu différent parce que végétalisme c'est purement du régime alimentaire donc en fait si des gens veulent devenir végétaliens ou même végétariens c'est se renseigner au niveau de la nutrition parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui aussi critiquent le véganisme ou même le végétarisme parce qu'ils sont bah, encore une fois c'est un peu de l'ignorance où les gens sont pas du tout renseignés et combien de fois moi, on est venu me dire mais moi, en fait, je peux pas être végane parce que, en fait, je l'ai fait pendant 3 mois et j'ai perdu 10 kilos et j'étais malade
Et après, je leur demande, mais est-ce que tu t'es renseigné sur comment remplacer, du coup, parce que tu as mangé de la viande toute ta vie ou du poisson, comment tu t'es renseigné pour le remplacer, pour le truc, parce que c'est... Et les gens te disent, bah non, j'ai juste arrêté. Je fais, oui, forcément que bah, t'étais pas bien, genre tu te mets à arrêter un truc, et faut se enfin, c'est juste qu'il faut se renseigner un minimum, mais sans pour autant devenir nutritionniste. Il n'y a pas besoin non plus, je pense, de se renseigner 110 ans, mais voilà, savoir que bah, la vitamine B12, c'est le truc que tu trouves principalement chez les animaux, mais que tu peux le trouver en complément alimentaire ou dans d'autres aliments, que les légumineuses, au final, ça apporte quand même pas mal de protéines, et c'est beaucoup plus facile à ingérer que de la viande, parce que enfin, le principal argument des gens, c'est de dire oui, moi j'ai besoin de protéines, il faut manger de la viande, alors que la viande, ça apporte des protéines, mais c'est super compliqué à digérer. Et il y a pas mal en fait de sportifs ou des gens qui sont dans le physique, qui travaillent dans le physique et qui vont dire bah, je mange pas tant de viande parce que c'est super difficile à digérer, et j'ai pas le temps de digérer 4 heures un truc, un poulet, autant manger en fait des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, parce que c'est beaucoup plus facile à digérer. Et je pense que c'est surtout en fait se renseigner sur comment tu remplaces quoi, et sur parfois même des... Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas prendre des compléments alimentaires. Moi, j'ai eu un peu la culture du complément alimentaire parce que j'ai fait du sport et j'avais peur de... Et encore une fois, parce que j'avais tellement peur, en fait, les gens me disaient ah ouais, mais tu manges pas ça et tout, et j'avais un peu peur de manquer de certaines vitamines, du fer, du zinc, et parce que j'avais peur de pas être... Et je me disais en fait ah mais si je suis pas bonne en sport, bah, c'est parce qu'en fait je mange pas de viande, et du coup je me disais bon bah je vais prendre quand même au cas où ce complément alimentaire, alors que aujourd'hui honnêtement je suis beaucoup moins dans ce délire de complément alimentaire, parce qu'il suffit de trouver les bons aliments et de bien doser, savoir que faut peut-être manger un peu plus de lentilles pour avoir certaines protéines ou du fer. Et je pense qu'en fait c'est ouais voilà, c'est surtout se renseigner en fait sur... Parce qu'en fait les gens savent pas, tu vois, ils te disent ils mangent des lentilles, mais ils savent pas ce que ça contient. Et même au-delà d'être vegan, je pense aujourd'hui aussi il faut quand même savoir un minimum ce que tu manges et ce qu'il y a dedans, et juste pas manger tu vas pas manger juste un légume parce que c'est un légume, mais savoir aussi ce que ça t'apporte. Et en fait c'est un peu ça aussi être végétalien, faire attention à ce que tu manges, ce qu'il y a dedans et ce que ça t'apporte, et voilà comment remplacer en fait la viande ou le poisson ou le beurre ou le fromage. Mmh. Et en grandissant, du coup, ta mère, en fait, elle t'expliquait tout ça? Vous avez eu beaucoup de discussions pour, Bah ouais, moi ma mère du coup m'a beaucoup expliqué aussi, et enfin elle me l'a expliqué petite un peu pour me dire oui voilà ça c'est un légume. Bon après c'était très simple, elle me disait ça va te donner de la force, des trucs comme ça, mais après quand je suis arrivée au lycée, elle m'a beaucoup plus ouais, mais enfin, j'avais limite des cours, ça, il faut manger ça pour que ça t'apporte ça, mais aussi parce qu'en fait, j'allais partir à l'étranger quelques temps après, et elle était un peu stressée que je sache pas comment faire et que du coup, je commence à manger n'importe comment et que j'ai des carences. Et du coup, ouais, j'ai eu droit à vraiment des petits cours de nutrition le soir en mode, ça, c'est des oligo-éléments, il faut que tu saches qu'il faut manger ça et tout, la spiruline. Et du coup, et du coup, enfin, du coup, ouais, et puis après, moi, de moi-même aussi, au fur du temps, je me suis intéressée à un minimum, mais mais voilà, mais aussi parce que ma mère, enfin, mais ça rejoint encore une fois le rastafarisme, c'est que c'est beaucoup dans le vivant, et genre, moi, enfin, ma mère, elle a enfin, moi, c'est dans ma tête, c'est limite la Bible pour moi, parce que c'est un livre, en fait, c'est une encyclopédie énorme de, je crois, 500 pages, même plus, vert, qui en fait t'explique, et c'est, en fait, pour moi, c'est le livre de la vie. Je sais même plus c'est quoi le titre, mais il est posé à la maison, et en fait, c'est un livre, genre, si ma mère, elle est pas là, ou je sais pas un truc, ce livre, je le prends, je cherche, genre, dans le sommaire, j'ai besoin de ça aujourd'hui, ou, par exemple, j'ai mal à la tête, euh, mais j'ai pas envie, parce que aussi, dans le rastafarisme, enfin, il y a une, il y a une culture de tu te soignes pas en fait avec des médicaments et tout ça, parce qu'en fait c'est considéré un peu comme Babylone, et en fait tu te soignes que par les plantes. Et moi, si j'ai eu cette culture où en fait il faut te renseigner toi-même, et en fait par exemple j'ai mal à la tête, plutôt que prendre un Doliprane, ben, j'ouvre le livre, je cherche mal de tête, et je trouve que ah ben il faut boire une infusion de thym avec de la verveine, ou par exemple genre j'ai mal au ventre par rapport je sais pas, des trucs, ben par exemple des trucs de femmes, tu vois, les menstruations, ou des choses comme ça, ou plutôt que voilà se dire direct bah je vais prendre un space-fond ou un truc, ou même enfin, il y a eu cette culture, tu sais, plus avant, où on disait, bah, prends un contraceptif. Et moi, enfin, ma mère m'a dit non, tu ouvres le livre et tu cherches, et
Et du coup, tu trouvais menstruation, on te disait, bah, prends cette infusion de plantes et ça m'a énormément, ça m'a énormément sauvée parce que genre, je prends pas du tout de médicaments. Quand je suis malade, j'ouvre le livre et genre, je le fais et ça marche, tu vois. Et, enfin, tout ça pour dire que, ouais, enfin, c'est juste, en fait, c'est se renseigner et pas juste acheter pour acheter et manger pour manger, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ta mère, elle t'a pas juste transmis les idées, elle t'a transmis Les outils aussi, les quoi. outils pour rechercher, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça parce que c'est vrai que moi, enfin, je me suis, enfin, même, mais, parce que, enfin, c'est normal, tu vois, mais par exemple, quand t'as mal quelque part, les gens, ils te disent direct, prends un Doliprane, prends un truc, et moi, j'ai pas du tout ce truc dès que t'as mal, prends quelque chose comme ça, un antibiotique, j'ai pas du tout cette culture-là, parce que aussi c'est lié à comment j'ai été éduquée, et parce que moi, enfin, aussi, mais après, c'est une expérience propre à chacun, c'est parce que moi, ça a toujours marché comme ça, en fait, j'ai jamais eu besoin de prendre un médicament. Les infusions que je prends, les infusions de plantes que ma mère me fait ont toujours marché. Et voilà, je me suis toujours bien portée comme ça. Et je pense que, enfin, je dis pas que tout se résout avec les plantes, tu peux guérir de n'importe quoi avec les plantes. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi sortir de ce truc un peu de facilité où voilà, il faut juste prendre un médicament, juste faire ça, 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 et se renseigner un minimum, mais sans pour autant devenir un docteur ou un naturopathe. Juste, voilà, c'est un petit livre que ma mère elle a, je sais même pas où elle l'a trouvé, mais je pense que tu peux encore en trouver de ce genre de livre où juste ça te répertorie plein de choses et tu cherches vraiment dans le sommaire, page 50, mot de tête, et ça te dit, voilà, la plante à trouver, et ça t'explique un peu d'où elle vient et pourquoi, et voilà quoi. Mais sans être vegan, même juste s'informer un peu plus, tu vois, de comment se soigner, manger et même se soigner aussi autrement, quoi. Mmh. Oui, au moins pour les mots basiques, ça vaut pas Ouais, non c'est plus. ça en fait, c'est que, ouais, pour les mots basiques, enfin, moi je pense, enfin, c'est mon avis, enfin, je suis pas dans un truc en mode arrêter les médicaments, mais c'est que je pense, enfin, moi, dans mon opinion, moi, personnelle, c'est que c'est pas, je pense que la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Après, les gens, c'est normal, ils sont tellement habitués, c'est ce qui est présenté, et si ça marche pour eux, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, enfin, moi, le Doliprane, j'ai essayé une fois, ça marche pas du tout, quoi. Et voilà, quoi. Tout simplement, je pense que les gens, enfin, faut juste se renseigner un petit peu, quoi. Ça prend un peu de temps, mais je trouve que ça en vaut la peine parce que, enfin, moi, personnellement, genre, j'aime beaucoup cuisiner, c'est un plaisir enfin, je kiffe, enfin, je sais que les gens, par exemple, ils kiffent aller au restaurant, alors que moi, genre, je sais pas, c'est pas mon kiff total parce que je trouve que tu sais pas exactement ce que la personne elle a mis. Moi, je trouve ça cool de savoir et de te renseigner sur, ah, ça vient d'où ce truc, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment ça te fait du bien ou pas. Et je trouve que c'est cool, en fait. Juste de savoir ce que tu manges, parce que, enfin, en fait, qu'est-ce qui te maintient vivant aujourd'hui, bah, c'est manger et boire. Donc, je trouve que c'est hyper important de savoir ce que tu manges et d'où ça vient, et voilà, quoi. Au-delà même du véganisme, même en général. Donc, Mmh. Et tu as mentionné aussi le fait que tu as voyagé du coup. Tu parlais des États-Unis, j'imagine? Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre être végan en France et aux États-Unis pour toi? Ou est-ce que le changement de pays a été facile au niveau de ton alimentation? du coup, ouais, je suis allée aux États-Unis après mon bac euh, pour les études, et ça a été, en fait, après, moi, c'est propre à chacun et ça dépend aussi d'où tu vis. Parce que moi, je suis arrivée dans une petite ville républicaine, en Floride, où c'est une petite campagne. Et c'est vrai que quand je suis allée dans le supermarché, bon, les gens sont très portés sur leur bonne viande et leur bon poisson. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, enfin, en fait, rien que dans une petite ville là-bas, c'est quand même beaucoup plus, entre guillemets, mainstream d'être vegan. On te regarde beaucoup moins, quand je dis que je suis vegan, il y a beaucoup moins de surprises, qu'en France, quand on me regarde beaucoup moins en mode, ah ouais, genre, truc de ouf. Parce que, aussi, mais c'est normal, parce qu'il y a énormément de monde sur ce pays, donc bon, il y a tellement de gens différents que, faut vraiment que, voilà, quand tu dis que t'es vegan là-bas, c'est pas non plus, c'est pas vu comme quelque chose de incroyable qui sort de nulle part. Et du coup, ça se sent aussi dans les magasins où
Même si, voilà, tu peux quand même trouver ton petit rayon vegan où il y a quand même dans un magasin de type, enfin là-bas ça s'appelle Target, mais de type Carrefour en gros, tu trouves quand même beaucoup plus de choix que même quand tu vas au Carrefour, tu vois. Et c'est ce que j'ai trouvé cool. Mais après, ce qui est un peu chiant, en tout cas moi dans là où je vis, c'est que quand même pour manger bio, et je pense que j'ai l'impression aussi que c'est un problème national dans ce pays, c'est pour manger bien bio, c'est quand même c'est quand même cher par rapport même à la France. C'est cher parce que là-bas, enfin, quand tu manges là-bas, ils te disent clairement, bah c'est OGM, il y a des OGM dedans, et ça coûte super pas cher du coup. Mais c'est vrai que du coup, quand tu veux manger un peu plus, un peu mieux, bah faut aller dans les marchés et tout de suite la différence, tu sens la différence de prix. Ça c'est ce qui est un peu chiant. Mais après ça c'est dans ma ville, je sais pas, ça se trouve à New York ou à Los Angeles, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus démocratisé, donc tu peux trouver des trucs un peu plus abordables. Mais dans ma ville, c'est vrai que j'ai dû chercher quand même pendant un moment pour trouver des marchés intéressants où c'est pas non plus hyper cher. Et voilà. Mais après, au niveau de l'esprit des gens, enfin l'état d'esprit, c'est vrai que j'ai toujours eu droit aussi quand même à quelques clichés, et c'est venu aussi de la communauté, enfin, de la communauté noire là-bas, mais j'ai eu droit quand même à pas mal de clichés, pareil, KFC, Popeye, tu manges pas Taco Bell et tout, mais tu rates. Mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de gens choqués et plus intéressés, quoi. Les gens étaient surpris, mais ils voulaient plus me poser des questions, alors que parfois, enfin, sur les gens que je suis qui tombent, les gens avec qui j'ai discuté en France, c'était parfois plus de jugement. Alors qu'aux États-Unis, l'expérience que j'ai eue, c'est plus de l'interrogation, et c'était un peu plus ouvert quand même à la discussion, quoi. Donc je pense que je dirais que c'est ça la différence. Mais après, c'est parce que enfin, les États-Unis, ouais, c'est un énorme pays où il y a énormément de gens, et du coup, quand un mouvement monte, c'est beaucoup de gens montent parce que bah, il y a quand même beaucoup plus de véganes noirs là-bas qu'en France. Il y a quand même une certaine communauté, alors qu'en France, tu sais, j'ai l'impression en France, c'est un petit club de 5 cachés au fin fond de je sais pas où, il faut les chercher. Alors que là-bas, bon, quand même, tu vois, tu peux quand même les trouver, c'est beaucoup plus normal, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est très éparpillé en France, hein, parce que quand je fais mes recherches, pour trouver des gens, j'en trouve, c'est assez inépuisable, mais par contre, ils sont tous presque tous les seuls véganes noirs de leur cercle. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Mais bah, moi, c'est ça en vrai. Franchement, bah, honnêtement. Après, comme j'ai quitté un peu la France, on va dire entre guillemets un peu tôt, du coup, bah, on va dire j'ai enfin, plus d'amis, on va dire aux États-Unis. Mais du coup, je connais beaucoup plus de véganes noirs aux États-Unis qu'en France. En France, honnêtement, je ne connais pas énormément. Je connais peut-être genre des végétariens, mais vegan, c'est vrai que je suis un peu la seule, quoi. Mais après, ce qui est cool, c'est que c'est en train de monter, et les gens s'y intéressent de plus en plus. Et surtout, je pense que c'est même pas que les gens deviennent de plus en plus véganes, mais c'est plus que la communauté est un peu plus, en parle un peu plus. Donc en fait, il y en a qui sont déjà depuis un petit moment, mais c'est juste qu'en fait, ils en parlent maintenant parce que voilà, les gens s'ouvrent, et maintenant et voilà, les gens savent que ça existe. C'est pas qu'en fait, ils deviennent véganes. Parce que moi, enfin, j'ai été végane quand même depuis un petit moment. C'est juste qu'en fait, les gens en parlent plus et sont plus ouverts. Et enfin, sont moins dans un truc. Enfin, se cachent pas, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que beaucoup de gens à qui j'ai parlé, au final, ça fait bien 10 ans la plupart. Bon, toi, ça fait encore plus longtemps Ouais, que ouais. tu es Mais oui, non, végane, mais voilà, c'est mais ça. Il y en a, ça fait 5-10 ans qu'ils sont déjà véganes, avant que ça monte quand même, que ça devienne un peu mainstream. Mais c'est juste que, il y en a, bah, si je sais qu'il y en a, ils sont un peu en mode, bah, moi, je peux pas trop en parler, parce que, bah, justement, t'entendais les stéréotypes que je disais tout à l'heure, on disait des remarques comme ça, t'es là. Moi, je m'en foutais, ça m'empêchait pas d'en parler, mais je sais qu'il y a des personnes, ça les touche, et c'est normal, et du coup, tu te renfermes dans ta bulle où tu veux trouver ton endroit safe. Et à l'époque, bah, en 2010, trouver ton endroit safe entre vegan noir, enfin, ça fallait chercher, quoi. Donc, alors qu'aujourd'hui, bah, comme, voilà, il y a des gens, euh, ça devient plus connu, et surtout, il y a des personnalités plus connues, noires, qui le sont, et du coup, les gens se disent, ah ouais, mais en fait, cette célébrité que je connais et que je kiffe, ah, elle est végane, waouh! Et du coup, les gens sont en mode, ah, mais super, mais en fait, il faudrait que j'en parle plus, et du coup, bah, il y a beaucoup plus de paroles, de discussions autour de ça, quoi. non, totalement. Et du coup, dans la même lignée, est-ce qu'il y a des recommandations d'Instagram francophone ou de médias francophones noirs qui t'inspirent sur ce sujet? Ouais, alors sur Instagram,
J'ai suivi Mangeuse d'herbe, qui je trouve, monte beaucoup en ce moment, et qui propose des repas, qui fait des recettes en fait véganes, mais aussi afro-centrées. Et justement en fait afro-centrées, parce que avant c'est vrai que je trouve que sur Instagram ou même sur les réseaux, sur YouTube, il y avait, je sais pas comment dire, tu trouvais des véganes noirs qui faisaient des recettes, mais c'était des recettes, en fait c'était, je sais pas, comme un exemple tout bête où genre on va te dire ouais faire une tartiflette sans œufs, sans truc, mais c'était juste ça en fait. Alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de, de blogueurs ou voilà de cuisiniers qui en fait sont plus portés sur, sont plus afrocentrés en fait dans leur manière de cuisiner, et c'est ce que je trouve cool. Donc il y a Mangeuse d'herbe, Tofu et Crucifère qui voilà propose des recettes véganes et des trucs en fait tout bêtes auxquels on pense pas, genre comment faire du pesto, enfin comment faire des sauces où tu vois tu mets généralement de la crème fraîche ou du beurre, et vraiment genre dis bah voilà tu peux le faire autrement en mettant de l'huile d'olive ou des trucs comme ça. Il y a qui d'autre, Alicia Makanja, qui elle est plus portée sur la pâtisserie, parce que la pâtisserie à l'époque, enfin aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque faire de la pâtisserie sans œufs, c'était tout un truc pour savoir faire de la mascarpone, des trucs comme ça. Et aujourd'hui c'est cool parce que bah on arrive beaucoup plus à trouver des alternatives et c'est beaucoup quand même simple de faire, je sais pas, un Mont Blanc ou même tout bête, des trucs tout bêtes, des macarons, des trucs comme ça. Enfin moi genre j'avais jamais mangé de macarons et j'étais là, genre personne n'a eu l'idée en 2010 de faire des macarons sans œufs quoi. Donc c'est cool de voir que ça monte et voilà. Mais après francophone, ouais c'est ça. Et après, enfin voilà, sans jeter la pierre, c'est vrai qu'avant je suivais quand même beaucoup plus des personnes anglo-saxonnes ou, ou américaines parce qu'eux ils se sont lancés plus tôt quoi. Mais c'est cool parce que bah, voilà des personnes que j'ai citées. Il y a aussi Gloria Cabé et voilà, il y a beaucoup maintenant de personnalités françaises qui montent dedans et ça c'est ce que je trouve trop cool parce qu'avant enfin fallait vraiment se tourner vers l'Angleterre ou les Américains et c'est cool que maintenant bah, ça monte en Europe et notamment en France ou même en Belgique ou d'autres pays francophones quoi. C'est ce que je trouve cool. Non, mais totalement. On essaye de, on essaye de changer ça. Mais ouais. Est-ce que tu souhaites, pour la fin, partager avec les auditeuristes des moyens de te contacter ou pas? Tu as le choix ici. Ouais, non, je suis ouverte. Après, mon Instagram, c'est jms.jsn. Donc, je m'appelle Jenny. Dessus, après, il y a mon Facebook où je m'appelle Jenny Joisin. Et très bien. Et ben merci beaucoup, Jenny. De rien. Merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère que cette conversation aura été aussi inspirante pour les auditeuristes qu'elle l'a été pour moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.